Dans la vie, elle est adorable. C'est une personne tout à fait normale, comme vous et moi. Elle ne m'a jamais semblé intrépide, plutôt pleine d'empathie et de compassion. D'ailleurs, on sentait qu'elle-même avait souffert. Elle était accessible. C'est une femme qui est montée très haut et tombée très bas. Elle ne cherche pas les feux de la rampe. People see me as Tina. I will always be Tina to them because that they only see me on stage. They are not in my home and in my private life. Je n'avais encore jamais vu Tina en concert. Je ne connaissais pas son côté bête de scène, uniquement sa facette humaine. Or, au quotidien, Tina est vraiment quelqu'un de très calme. Elle a la capacité de se métamorphoser en quelques minutes, à tel point qu'on se demande, c'est bien la même personne qui vient de prendre un café avec moi dans la cuisine? Qui est Tina Turner? Star internationale, femme au destin marqué par la violence, la musique et la passion? Où puise-t-elle son énergie? Paris, ville d'adoption du photographe allemand Peter Lindbergh, décédé en septembre 2019. Ces photos en noir et blanc ont accompagné l'essor des supermodèles à la fin des années 80, mais il a aussi immortalisé Tina Turner, le plus souvent au naturel, dans son quotidien. Ces images témoignent de l'amitié de longue date qui liait les deux artistes. Ça, c'est chez Tina, dans le sud de la France. Je crois qu'elle a revendu cette maison. Parfois, on rencontre une personne qu'on a le sentiment de connaître depuis toujours et qui est en parfait accord avec elle-même. C'est super parce que la plupart des gens font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas du tout le cas de Tina. Elle ne joue aucun rôle, elle ne cherche pas à se mettre en avant. Je ne sais pas comment le dire, il faut la connaître pour comprendre ça. Je ne trouve pas les mots. En 1989, c'est à Paris que Peter Lindbergh réalise l'une des photos les plus célèbres de la chanteuse. Pour les besoins de ce cliché, il l'a fait grimper sur la tour Eiffel en talons hauts, sans filin de sécurité. On était sur la tour Eiffel et je lui ai dit « Ce serait bien si tu montais ». J'avais un endroit précis en tête, à 10 mètres de hauteur, hein, pas à 300. Mais elle aurait quand même fait une sacrée chute si elle était tombée. Je l'ai mise à l'aise. Si tu veux, mets-toi pieds nus pour grimper. Ça m'est égal. Elle m'a répondu, tu plaisantes? Je garde mes talons. Et elle est montée comme ça. Le résultat est super. La photo a d'ailleurs fini en couverture d'album. Elle reflète la volonté indomptable d'une femme qui a su se battre. Je ne crois pas que Peter ait eu besoin de la convaincre de se pencher dans le vide comme ça. Elle portait déjà ça en elle. Elle réfléchit beaucoup en termes visuels. Et elle a bien senti que c'était l'occasion de faire une belle photo. C'est un instantané qui capte un tournant dans sa vie, notamment sa seconde carrière très tournée vers l'Europe, dont la tour Eiffel est un symbole très emblématique. À 40 ans passés, la star américaine a en effet choisi de s'installer en Europe. C'est un nouveau départ pour l'artiste, mais aussi pour la mère et la femme émancipée qu'elle est désormais.
Regardez son visage. Quand on fait des photos dans un décor pareil, la Tour Eiffel, on se dit que les traits importent peu, qu'on les verra à peine sur la photo. Mais c'est son expression qui fait tout. Sans ce visage radieux, il n'y aurait pas de photo. C'est merveilleux parce qu'on voit qu'elle est épanouie. C'est un peu simpliste dit comme ça, mais sa présence suffit. Il n'y a rien à ajouter. En 2018, la vie de Tina Turner est portée à la scène dans une comédie musicale. À près de 80 ans, la star contribue au choix des artistes qui l'incarnent dans le spectacle. Parmi elles, l'américaine Christina Love. Comme son idole, elle a grandi dans le sud des États-Unis. I give you all my blessings. Thank you so much. Pour travailler le rôle, la jeune trentenaire s'est plongée dans la carrière et les drames personnels de la star. Tina Turner occupe une place extrêmement précieuse à mes yeux et dans le monde de la musique. C'est un diamant inestimable, surtout pour les artistes noirs. Regardez les chanteuses d'aujourd'hui comme Beyoncé. Ces femmes qui s'imposent avec talent dans le monde du spectacle sont là grâce à Tina Turner. Grâce à la force de cette femme qui n'était pas seulement sexy, mais aussi très puissante. Née en 1939 sous le nom d'Anna Mae Bullock, Tina Turner grandit à Nutbush, un petit village du Tennessee, au temps de la ségrégation raciale. Ses parents travaillent dans des champs de coton et la petite fille est souvent livrée à elle-même. N'oublions pas que Tina Turner a vu le jour dans une époque et une société très différentes de celle d'aujourd'hui. On reléguait les Noirs dans le sous-sol des maternités. Pour une personne de couleur, et en particulier pour une femme noire, grandir aux États-Unis dans les années 40 et 50 n'avait rien d'enviable. Surtout si on avait des rêves et qu'on voulait voir le monde. Les possibilités sont très limitées quand on est traité comme un être inférieur. À l'école, Anna Mae n'est pas très bonne élève et subit des moqueries. Après la séparation de ses parents, elle est envoyée avec ses sœurs chez des proches. I'm happier than I ever thought that life would become for me. So that means that most of my hardships came while I was young and growing up. Elle avait 10 ans quand sa mère est partie un beau jour sans prévenir. Vous imaginez? Vous êtes une enfant, vous rentrez chez vous et votre mère n'est plus là. Tina n'était pas aimée. Dans la chorale gospel de sa paroisse baptiste, la petite fille trouve une forme d'évasion, mais aussi de la reconnaissance. C'est là qu'elle se découvre un talent pour le chant. Son passage par cette église afro-américaine a été essentiel. C'était un lieu plein de passion, où l'on pouvait pleurer et prier pour garder l'espoir. Tout le monde le savait, Anna Mae adorait chanter, se donner en spectacle et divertir son auditoire. Elle était très douée pour ça. Ça lui a valu une certaine reconnaissance. À partir de là, elle a approfondi ce talent pour se produire sur des scènes toujours plus grandes. Dès l'adolescence, la jeune fille comprend qu'elle devra quitter Nutbush si elle veut vivre son rêve et devenir chanteuse. Je crois qu'elle sentait qu'elle était à part et qu'elle n'était pas complètement à sa place, qu'elle était destinée à de plus grandes choses. À 17 ans, Anna Mae part s'installer à Saint-Louis, où vit sa grande sœur Aline. Celle-ci est en couple avec le batteur d'un groupe, les Kings of Rhythm, mené par Ike Turner. Le guitariste invite régulièrement des jeunes filles du public à faire un essai au micro pour dénicher de nouveaux talents. Elle avait 17 ans quand elle est montée sur scène, comme ça, pour chanter avec Ike Turner. C'est le moment qui a tout changé.
Avoir le courage de saisir sa chance au bon moment, un talent qui va aider la jeune femme à se hisser jusqu'au sommet. Ma voix s'éleva à travers le brouhaha et la fumée, forçant tout le monde, y compris Ike, à regarder d'un autre œil la petite Anne. Il était stupéfait de découvrir ma voix. Au départ, Ike ne lui prêtait aucune attention. Elle n'était pas son genre. Si elle a osé venir au micro, c'est qu'elle avait vraiment confiance en son propre talent. Elle savait qu'elle pouvait compter sur ce don, sur cette voix intérieure. Et cette foi lui a permis d'aller de l'avant et de tout faire pour être entendue. Ike Turner fait des concerts et des tournées. Tout va bien pour lui. Et puis un soir, cette jeune femme monte sur scène. Elle a un talent fou. C'est déjà une interprète accomplie. À mon avis, il comprend tout de suite qu'elle va l'aider à accéder à la gloire. Ike Turner intègre Anna May dans son groupe, d'abord occasionnellement, puis comme choriste régulière, et pour finir, elle devient la chanteuse en titre à 20 ans. C'est Ike qui lui impose son nom de scène Tina Turner qu'il prend soin de déposer. Un prénom qui rime avec celui de Sheena, reine de la jungle, héroïne de séries télévisées. Plutôt timide dans la vie de tous les jours, elle donne sur scène l'image d'une femme forte. Je sais qu'elle était timide, plus jeune, parce qu'elle le dit souvent elle-même. Et c'est confirmé par ceux qui la connaissaient. D'ailleurs, moi aussi, je la trouve plutôt réservée. Il existe un lien profond entre timidité et célébrité. En surmontant sa timidité pour monter sur scène, on découvre une sorte de drogue, une sensation qui peut devenir addictive. Donner des concerts sous les ovations des fans, c'est la plus puissante drogue qui existe. Ça peut créer une forte accoutumance. Et Tina était une femme de scène particulièrement talentueuse. L'une des meilleures au monde. Un peu par hasard, sa flamboyante crinière devient sa marque de fabrique pour les 4 décennies à venir. Au début des années 60, un accident de décoloration l'oblige un soir à opter en catastrophe pour une perruque. Elle adopte définitivement ce style. Je crois que ça marque une évolution et une expression de sa véritable personnalité. Cette lionne sauvage, magnifique, traversée par l'énergie. C'était un choix assez risqué, mais plutôt réussi. C'était déjà les prémices des coiffures provocantes et des monceaux de lac des années 80. Elle ne possède pas qu'une seule perruque, mais 8 ou 9, avec des coupes différentes, et elle les chouchoute comme des animaux domestiques. Ce n'est pas un simple accessoire qu'elle pose sur sa tête. Elle les entretient, elle les lave, elle les coiffe et elle les coupe. Bien plus qu'un objet, c'est un prolongement de son corps. C'est extrêmement pratique. Elle a la coupe qu'il faut, quel que soit le concert. Pas de problème de cheveux secs ou mouillés. C'est la fin des soucis. C'est merveilleux d'un point de vue technique. Elle m'a dit qu'elle s'occupait beaucoup de ses perruques. Elle les préparait avant chaque concert. On peut donc dire qu'elle s'est toujours coiffée elle-même. Cet accessoire capillaire va achever de faire d'elle une reine de la scène. C'est toute la différence entre la femme privée et l'artiste public. Les seuls qui connaissent la Tina Turner privée sont ceux qui l'ont vue sans perruque.
Je crois que je n'ai jamais vu Tina sans perruque. Ah, si, une fois, chez elle. Ça s'est fait tout naturellement. Une belle preuve de confiance. Au début des années 60, Tina et Ike Turner accèdent peu à peu à la notoriété. Ils se marient en 1962, mais c'est une union de façade. C'est pour elle que le public venait au concert. Les gens n'allaient pas voir Ike et Tina Turner. C'était Tina Turner qu'ils voulaient. Il fallait qu'elle reste avec lui puisqu'elle assurait sa survie financière. Tout l'enjeu pour lui était donc de la garder sous son emprise. C'était horrible. On m'a raconté des histoires absolument révoltantes, comme celle de leur nuit de noces. I was fairy tale-ish. I thought, someone would ask you to marry and you'd wear the white dress and this was my wedding. A piece of paper pushed across and we signed. And after that we went to a brothel and watched sex. It was really, that's even hard to really think about. Aux côtés d'Ike, Tina devient une star et impose son style en concert. Rongée par la honte, elle mettra pourtant des années à parler du traumatisme de ce mariage sordide. J'ai vu Ike et Tina Turner à la télé quand j'étais enfant. Ils sortaient de l'ordinaire. Leur musique n'avait rien à voir avec ce qu'on entendait à l'époque. Et Tina détonnait particulièrement. Je crois que c'est cette originalité qui accrochait le public. Prise dans un tourbillon, la chanteuse enchaîne les tournées et se repose rarement. 2 jours après la naissance de son fils Ronald en 1960, elle doit ainsi remonter sur scène. Pendant toutes ces années, son mari ne lui versera jamais un seul cachet. C'était une autre époque. Je ne sais pas si elle lui avait réclamé son dû, mais en même temps, Ike était un homme très dangereux. Du moment qu'elle exerçait le métier qu'elle aimait, que ses enfants étaient nourris et avaient de quoi se vêtir, elle faisait ce qu'elle estimait nécessaire. Derrière la façade du succès, la vie privée du couple est un enfer pour Tina. Véritable tyran, Ike bat de plus en plus souvent sa femme. He knew already that I no longer cared about him and was paranoid about me leaving. He had already sensed that I was thinking of leaving. So that was the beginning of the end. It was the beginning of that violence and how evil he was. Pendant des années, elle fait les frais du besoin de contrôle obsessionnel de son mari et de ses explosions de violence. Elle est restée très longtemps sous la coupe de l'homme dont elle croyait qu'il la rendrait indépendante. It was every day, every moment. Every now and then, it was some fun. Sometimes it was, but I don't remember what it was. But I remember there were days that was lighter and nicer. But mostly, he was just a really always angry with me. Oh, he treated me like I was a prisoner and he was the guard. En 1966, une lueur d'espoir semble se profiler. Un producteur de musique américain lui propose d'enregistrer un titre seul. Phil Spector voulait travailler avec Tina, en solo. Il tenait à entendre sa voix, sans Ike. Je crois qu'il lui a offert l'espoir de sortir un jour de cette situation terrible dans laquelle elle se trouvait. C'était une planche de salut. Ike ne consent à cet enregistrement qu'en l'échange de $20 000. Il a donné cet argent à Ike pour le tenir à l'écart, parce qu'il ne voulait pas qu'il s'en mêle. Du reste, Phil Spector était aussi du genre à vouloir tout contrôler. Ça ne la changeait pas beaucoup. On dirait une vente d'esclaves. Aucun respect, c'est horrible. Ike considérait qu'elle lui appartenait et la traitait en conséquence. Malgré son quotidien invivable,
Tina Turner reste focalisée sur sa carrière de chanteuse professionnelle. Real production of that song was what Phil wanted. And so when I went to actually audition with Phil, he said, no, just the melody, and he would dum 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 the piano. And then I thought, oh, well, that's easy. I can sing anything if you tell me how to sing it. Give me the melody. Da-dum, da-dum, dum, dum. I chill now. I mean, it was another feeling to sing to that. Le titre River Deep Mountain High a marqué un virage. Je crois qu'elle a pris conscience de ce dont elle était capable. Ike lui avait répété qu'elle n'arriverait jamais à rien sans lui. Et soudain, elle enregistrait toute seule. Et le résultat était bien, bien meilleur. Avec ce titre, Tina Turner pose la première pierre de sa future carrière solo. Gros succès en Europe, il fait un flop aux États-Unis. They saw me as an R&B singer. And that's why Rivers Deep Mountains High was not pop enough to be pop in America, not black enough to be black, so it didn't have a home. Mais au fil des ans, la chanteuse va peaufiner son personnage d'artiste et finir par enthousiasmer le grand public. Avec des concerts aux mises en scène spectaculaires et aux décors inhabituels, du jamais vu. Son style unique marquera le monde de la musique. Pour l'heure, Tina et Ike incarnent le couple idéal aux yeux des fans. Mais en coulisses, la jeune femme subit toujours les violences, les infidélités et les addictions de son mari. Je crois que si cette femme indépendante a tenu aussi longtemps aux côtés d'un homme qui ne la traitait pas comme elle le méritait, c'est parce que c'était une femme de parole et qu'elle ne voulait pas rompre ses promesses. Ike avait eu un parcours tumultueux. Il avait vu son père se faire battre à mort quand il était enfant. Au départ, ils s'entendaient bien tous les deux, comme un frère et une sœur. Ike Turner a emprunté une trajectoire qu'on ne souhaite à personne, notamment sous l'emprise de la drogue. Et on ne souhaite surtout à personne de se retrouver dans l'entourage d'un individu pareil. Au début des années 70, alors que leur mariage s'enlise, le couple Turner prend la tête du hit parade aux États-Unis et en Europe, remportant même un Grammy. Mais avec le succès, Ike se montre de plus en plus violent et accroît sa consommation de drogue. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir quelles étaient les conséquences de cette violence conjugale. Une pommette fracturée, la mâchoire cassée, le nez en sang, un œil au beurre noir à gauche, à droite, etc. Il l'a frappée aussi avec des objets. Ike Turner battait sa femme, la maltraitait de la pire manière. Tina m'a raconté une séance d'enregistrement au cours de laquelle Ike l'avait enfermée dans le studio avec le reste du groupe pendant près de 48 heures, en leur disant « On a un album à écrire, personne ne sort ». Ils devaient lever la main pour aller aux toilettes. C'est Tina elle-même qui m'en a parlé. Je me suis dit, dans toutes ces épreuves, elle a vraiment dû réprimer son amour-propre. Les humiliations infligées par Ike sont sans fin et deviennent publiques. En concert, il force Tina à mimer une fellation lorsqu'elle interprète I've Been Loving You Too Long. J'étais gênée par les gestes que je devais faire au micro.
Dès que je faisais quelque chose qui lui déplaisait, comme de lancer un simple regard dans sa direction pendant un concert, il me disait « Regarde devant toi, connasse ». J'étais dans un état second. Je me mettais en pilotage automatique et je pensais « Ike t'observe, contente-toi de danser et de chanter ». Quand on se retrouve sous une telle emprise, la grande question est de savoir comment y échapper. Pas quand, mais comment. Avec un aplomb inouï, Tina se présente en public comme une épouse, une mère et une chanteuse comblée qui a sa vie bien en main. My life is sort of based around my 4 sons. I have a housekeeper that takes care of them when I travel. They're in school. They're just beginning now to have their own cars and their girlfriends that come to the house, and we're getting to know each other. They're becoming the men that they're going to be. Then from like 12 o'clock until like 3 in the morning, I'm at the studio cooking for Ike. And being a wife and being Tina at the same time is almost like a split person. But I'm able to separate the two, so everything is fine. I think as long as a mother, De son point de vue de mère, du moment que ses enfants étaient à l'abri du besoin et qu'elle pouvait exercer le métier qu'elle aimait, je crois que ça allait. Jusqu'au jour où ça n'a plus été supportable. Elle a compris qu'il était temps de prendre soin d'elle-même, de prendre conscience de sa propre valeur et du fait qu'elle était une femme importante et exceptionnelle. En juillet 1976, pendant un trajet en taxi d'un aéroport à un hôtel, le couple se dispute comme souvent. Ike la frappe. Pour la première fois, elle lui rend l'appareil. Je crois que ce moment où elle a riposté a été une étape importante pour elle. Pour Ike aussi d'ailleurs. Il s'est rendu compte qu'elle avait du répondant, qu'elle se défendait, qu'elle n'allait plus se laisser faire sans rien dire, mais au contraire, rendre coup pour coup. Tina a payé le prix fort pour faire carrière aux côtés d'Ike. Cet été 1976 marque le début de sa vie de femme libre. Après la dispute dans le taxi, elle quitte son mari sur une impulsion soudaine, sans argent, sans projet. Il faut imaginer ce que c'est de prendre la fuite sans savoir quelle sera l'issue. Elle a longé une autoroute en se demandant si elle allait se faire faucher par un camion, puis elle s'est présentée à un hôtel couverte de sang et sans un sou pour demander si elle pouvait passer la nuit. Rétrospectivement, c'est super, mais elle ne devait pas se dire ça sur le moment, ne sachant pas comment ça allait se terminer. Il lui faudra des années pour parler ouvertement de sa double vie avec Ike Turner. Y compris de sa tentative de suicide avec des somnifères en 1968. At that time when I tried to commit suicide, my life was really down. I didn't have a way out. I didn't know that the way out was through the door, but that didn't come at the time. I just thought totally helpless. And when I was really, really, really fed up, that's when I just took a chance and said, come what may, and left. I was just really tired of my life and the situation I was in with Ike. Elle a surtout survécu à cette tentative de suicide. Et elle s'est dit, si je suis en vie, ce n'est peut-être pas un hasard. Cette quête de sens pour la suite de son existence va amener la chanteuse à s'intéresser au bouddhisme. La pratique du bouddhisme l'a amenée vers la pensée positive et a changé sa façon d'aborder les choses. Ça a probablement été le grand tournant de sa vie. Une influence profonde, fondamentale, car le bouddhisme repose sur la notion de compassion, de bienveillance envers soi-même. En 1976, c'est cette spiritualité qui lui donne la force de quitter son mari. Dans un premier temps, elle trouve refuge chez des amis. Financièrement, elle est dans l'impasse, endettée jusqu'au cou, car Ike exige qu'elle le dédommage pour les concerts qu'elle a annulés. Tina a été confrontée à la dure réalité. Elle vivait de coupons alimentaires et avait très peu d'argent. Elle faisait des ménages chez ses amis. Ce travail lui permettait juste de surnager. Elle n'était pas seule dans l'histoire. Elle avait des enfants. Elle a conservé de cette époque son naturel et son humilité, qui s'exprime autrement, bien sûr. Elle ne fait plus le ménage chez les gens. Mais elle n'a rien d'une diva. En 1978, enfin, elle obtient le divorce. Ses 2 fils ainsi que ses 2 beaux-fils, issus des relations extra-conjugales d'Ike, restent à ses côtés.
Elle conserve son nom de scène Tina Turner, mais doit renoncer à tout le reste. Quand elle a divorcé, elle est partie avec son nom. Et ce nom pesait lourd. À mon avis, elle savait qu'en restant fidèle à elle-même, elle parviendrait au niveau qu'elle visait. Pendant 6 ans, Tina Turner travaille dur pour renouer avec le succès en tant qu'artiste solo. En 1984, Private Dancer marque son grand retour. C'est la fin d'une longue traversée du désert durant laquelle personne ne veut donner sa chance à la quadragénaire divorcée. Elle a saisi toutes les occasions de se produire sur scène et de faire progresser sa carrière. Je crois que ses préceptes spirituels ont joué un rôle. L'idée qu'il faut être au bon endroit et au bon moment pour passer à l'étape suivante. Envers et contre tout, malgré les épreuves, Tina Turner conserve sa foi en la vie et en l'homme. Et l'avenir va lui donner raison. C'est le manager australien Roger Davis qui va permettre à sa carrière de prendre une nouvelle direction. Roger est quelqu'un d'incroyable. Imaginez cette femme conditionnée depuis ses 16 ans à obéir et à ne pas penser par elle-même. À beau jour, quelqu'un comme Roger entre dans sa vie. Un type bien, qui lui dit « On va y arriver, allez, viens ». C'était aussi simple que ça. À l'époque, le manager n'a que 26 ans et peu d'expérience dans le métier. Ce choix de travailler avec Roger Davis montre qu'elle accorde peu d'importance à l'âge des gens. Tina juge une personne en fonction de ce qu'elle dégage. Et elle voit si le courant passe. Il était lui-même musicien et évoluait dans l'industrie du disque. Il comprenait donc les choses d'un point de vue musical. Si ce n'avait été qu'un homme d'affaires, il n'aurait pas eu les mêmes affinités avec les producteurs et les artistes, et il n'aurait pas su les convaincre de participer à ses projets. Roger Davis va faire de Tina une superstar en solo. Le premier défi à relever est qu'elle est inclassable. C'est une femme noire qui veut tourner le dos au R&B pour se consacrer au rock. Si Tina Turner se réinvente musicalement, elle change aussi de look. Mais cela ne suffit pas à décrocher un contrat. Elle était prête à s'adapter et à se mettre en danger. Pour cela, il faut avoir confiance en ses propres capacités. C'était une prise de risque de vouloir transformer une chanteuse déjà connue en star solo. Ça n'a pas dû être facile, ni pour elle ni pour lui. Il fallait faire les bons choix. Avec qui travailler, quelles chansons enregistrer, comment orchestrer ce comeback. Et elle doit beaucoup à Roger Davis pour tout cela. Son nouveau manager fait en sorte qu'elle se produise au Ritz. Ses concerts font souffler un vent de fraîcheur sur ce légendaire club new-yorkais et séduisent les mélomanes pointus. En 1983, David Bowie, qui est de passage à New York pour négocier son contrat, atterrit au Ritz. C'est David Bowie qui a convaincu les dirigeants de Capitol Records d'aller écouter Tina en concert à New York. En arrivant, ils ont vu que la fine fleur du monde de la musique était dans la salle. Je crois que c'est le meilleur compliment qu'on puisse recevoir en tant qu'artiste. Le soutien de ses pairs. Le prestige ne passe pas seulement par un contrat avec une maison de disques ou un tube, mais aussi par la reconnaissance des artistes et des stars de son temps. Ce concert au Ritz donne le coup d'envoi de sa carrière solo à l'international. Capitol Records veut croire en cette nouvelle Tina Turner et lui propose un contrat. La petite fille timide de notre bouche renoue avec le succès, mais c'est en Europe qu'elle trouve sa nouvelle patrie musicale. In America,
A black singer, R&B singer, is always a black singer, R&B singer. That is what I was in America. And why I felt so comfortable leaving America was because everyone treated me not as a black person, they treated me just as a star. À Londres, Roger Davis lui présente Martin Ware, producteur et membre du groupe d'électropop britannique Even 17. Il a 25 ans et lui aussi croit en Tina. Elle voulait chanter du rock, ce qui était plutôt ambitieux pour une femme, a fortiori une femme noire venant de la soul. Je lui ai dit, tu es l'une des plus grandes chanteuses de soul de tous les temps. Et je crois que tu devrais d'abord réaffirmer ta place, avant de passer à autre chose. Martin Ware propose à Tina d'enregistrer une reprise de Let's Stay Together. C'était mon premier choix. Elle était amie avec Al Green et elle adorait cette chanson. Son premier tube en solo. Pour remercier son producteur, elle le fait monter sur scène lors d'un passage à la télévision. And I would like to call two of my producers, Heaven 17, Martin and Glenn. Je crois que je n'ai jamais été aussi terrorisé de ma vie. C'était une émission en direct à la télévision nationale. Et en plus, nous n'avions jamais joué ni répété ensemble. Cette femme était une légende aux yeux du monde entier. Elle avait déjà donné quelque chose comme 2000 concerts, alors que moi, je n'avais encore jamais joué en public avec elle. J'avais un trac monstre. Je me sentais mal à l'aise et je me demandais où je dois mettre mes mains. Je ne savais pas quoi en faire. Est-ce qu'il faut que je danse, que je bouge autrement? À côté de ces danseuses chevronnées et de Tina qui se déhanchaient sensuellement, Glenn et moi nous étions tétanisés. C'était très drôle. C'était les débuts de MTV. On pouvait lancer un tube international rien qu'en diffusant un clip dans le monde entier. La logique était un peu différente de celle de la radio. Et c'est ça qu'on visait. En 3 minutes ou 3 minutes et demie, on présentait une image d'un chanteur qui allait rester dans les esprits. Si le clip était bien fait, on était sûr que le spectateur identifierait l'artiste, puisqu'il allait le voir une centaine ou un millier de fois sur MTV. Pour produire l'album studio Private Dancer, Roger Davis convoque de grands noms. Désormais, on se bouscule pour travailler avec Tina Turner. Elle est focalisée sur ce qu'elle veut. Elle arrive, elle fait ce qu'elle a à faire, mais après, elle ne reste pas à discuter autour d'une tasse de thé ou d'une bière pour savourer le moment. Elle s'en va. De la même façon, c'est une artiste qui arrive pour monter sur scène et qui repart quand le concert est fini. Elle ne fait pas ça pour être désagréable. Simplement, elle dit merci et elle s'en va. Ses premiers titres en solo intègrent le top 3 des classements dans de nombreux pays. Et le single What's Love Got to Do With It devient même numéro 1 aux États-Unis. À 45 ans, Tina a enfin trouvé son style comme chanteuse et comme femme. Elle m'a dit qu'elle interprétait les chansons en fonction de l'humeur du jour. Quand elle pleurait, ses larmes étaient authentiques parce qu'elle laissait sa vie s'exprimer dans sa musique. Et je crois que le public sent que ça vient du cœur. Tina réalise un rêve de longue date, chanter dans des stades devant des dizaines de milliers de fans. J'ai vu son premier concert à Paris. Elle m'avait dit « Gare à toi si tu ne viens pas ». J'étais dans la salle et je me demandais « Qui est cette femme ?» C'était incroyable, la machine était lancée. C'était une expérience complètement folle.
J'étais dans le public à l'un de ses concerts pour l'interviewer après. Vers la fin, elle a commencé à prendre congé du public. Elle se tournait d'un côté et elle disait au revoir. Et puis elle recommençait. On avait l'impression d'être tout près d'elle. Elle semblait s'adresser à chacun personnellement pour lui dire au revoir. Et je crois que c'est exactement ce qu'elle cherchait. Une touche personnelle pour un public de masse. Plus de 200 millions d'albums vendus, 7 Grammys, des tournées mondiales à guichet fermé. Tina Turner devient l'une des chanteuses les plus influentes de l'histoire de la pop. Tina Turner est un modèle pour les femmes et pour à peu près tout le monde sur la planète. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas restée une victime. C'est très important. Elle n'est pas la victime d'Ike Turner. Elle est cette femme qui a réussi à s'extraire d'une relation toxique et qui a connu un succès extraordinaire. Elle ne nous dit pas « tu peux survivre », elle nous dit « tu peux arriver au sommet », ce qui est encore mieux. Mini-jupe, cheveux en bataille, voix érotique, jeu de scène plein de passion, Tina Turner est désormais perçue comme un sex symbole, qu'elle le veuille ou non. Concernant ma propre interprétation, elle ne voulait pas que je cherche à plaire aux hommes du public. Elle ne souhaitait pas être vue comme un objet sexuel, mais plutôt comme un porte-drapeau des femmes. On le voit quand elle est sur scène avec ses danseuses. Elle danse toutes avec force et passion. Elle m'a dit, ne joue pas une bombe sexuelle, joue une femme puissante. On vit à l'époque de MeToo, et c'est une très bonne chose. Mais je n'ose même pas penser à tous ces prédateurs sexuels qui ont dû s'en prendre à Tina au cours de sa carrière. Vous imaginez ? Ça a dû être horrible. Dans sa nouvelle carrière, Tina Turner s'entoure d'hommes qui la respectent et qui l'inspirent. Les liens qu'elle entretenait avec David Bowie ou Mick Jagger reposaient uniquement sur le talent. Ça ajoutait encore à l'électricité de leur duo en scène. C'était des relations sur un pied d'égalité. Il n'y en avait pas un plus important que l'autre. C'est à force de persévérance que la chanteuse a obtenu d'être traitée d'égal à égal, comme elle le souhaitait. Les hommes ont toujours occupé une place importante dans sa vie. D'abord Ike Turner, qui a fait d'elle une chanteuse accomplie, mais au prix d'années de maltraitance, de sévices et de manipulation. Professionnellement, elle a énormément progressé auprès d'Ike Turner. Il lui a appris beaucoup de choses sur la façon de projeter sa voix et sur sa présence scénique. En 1966, c'est Phil Spector qui l'aide à enregistrer son premier tube sans Ike, River Deep Mountain High. Je crois que c'est le moment où elle a jeté les bases de sa future indépendance. Après son divorce, Tina Turner rencontre le manager qui l'accompagnera toute sa vie, Roger Davis. Elle a quelqu'un à ses côtés, un ami qui s'occupe d'elle, qui n'est pas corrompu, qui ne cherche pas à la contrôler et qui est à l'écoute. Au début des années 80, c'est David Bowie, grand admirateur, qui l'aide indirectement à reprendre le chemin des studios. Jusqu'à la mort du chanteur, ils demeureront très liés. Le duo qu'ils enregistrent en 1984, Tonight, reste un grand moment de l'histoire de la musique. Bowie et Tina, quel duo génial. Deux artistes complètement différents,
qui peuvent chanter ensemble sans qu'aucun des deux ne vole la vedette à l'autre. Quand on les voit, chacun est à sa place et ça fonctionne à merveille. Beaucoup d'hommes ont aidé Tina à construire sa carrière, mais aucun n'a conquis son cœur. The man that I'm looking for actually has to be a very strong man, to wear actually the trousers, but yet not to dominate me. And that's fair. Tina finit par trouver son prince charmant en la personne d'Erwin Bach, un Allemand cadre dans l'industrie du disque. Erwin et Tina, c'est formidable de les voir ensemble. Formidable qu'il existe un couple pareil. Erwin est toujours là pour elle. Il la laisse respirer et la protège en même temps. C'est vraiment merveilleux. Le couple fait connaissance en 1985 dans un aéroport en Allemagne. C'est le coup de foudre. Tina a 46 ans, Erwin en a 16 de moins. Avant de la connaître personnellement, j'ai appris un jour que Tina Turner était partie s'installer en Allemagne pour un homme. À Cologne. Tina Turner à Cologne. J'ai cru que c'était une blague. C'était improbable. Le gars devait être un sacré numéro. J'imaginais un playboy complètement excentrique. Et puis j'ai rencontré Erwin, un type super, doux, attentif, intelligent et attentionné. Voilà plus de 30 ans qu'Erwin Bach vit aux côtés de Tina. Le couple parvient à préserver sa vie privée, loin des caméras. Ce n'est pas toujours évident de devoir partager sa compagne avec le public, mais ça fait partie du jeu. Ce natif de Cologne est sensible à l'énergie que dégage son épouse. Elle possède une joie et un charisme extraordinaires qui donnent de la force aux gens, et à moi aussi. C'est motivant. On a envie de se réinventer tout le temps. Quand on les voit ensemble, c'est merveilleux de se dire qu'une relation pareille existe. Un si beau couple. Ils ne jouent pas un rôle. Il n'y en a pas un des deux qui materne ou qui paterne l'autre. C'est génial que ça puisse exister. Erwin Bach attendra plus de 2 décennies avant que Tina accepte sa demande en mariage. À 73 ans, elle s'offre enfin le grand mariage romantique dont elle rêvait. Dans les années 2010, elle accumule aussi les ennuis de santé. AVC, cancer, insuffisance rénale. Erwin Bach la soutient dans toutes ses épreuves. Erwin said to the doctors, "Can I give her one of mine?" I said, "Oh, Erwin, you're young. I'm already older. It's okay. You just get used to me not being here. So why should I take the kidneys from a young man and let him finish his life?" That's what I felt like. And he said, no, my life is fine how it is. I'll give you one of my kidneys. That's love, isn't it? Ça, c'est de l'amour. Je crois que c'est un cadeau extraordinaire à faire à quelqu'un. Un don de vie. Mais c'est aussi un don de vie pour lui. Et elle en a conscience. C'est lui qui sera inconsolable le jour où elle ne sera plus là. Elle le dit elle-même, parce que l'idée de la mort ne la dérange pas. Si elle ne fait plus de tournées depuis de longues années, Tina Turner n'est pas tout à fait à la retraite. Avec sa comédie musicale, elle construit sa propre postérité. Elle tient à raconter elle-même l'histoire de sa vie jusqu'au happy end. I'm really proud of what my future as a star became. I feel proud that I hold that in my hand. Tina Turner est un phénomène. Tombée 1000 fois, elle s'est toujours relevée, repartant sans relâche à la conquête du succès et du bonheur. Il y a des gens qui attendent toujours quelque chose. Le secret de Tina, c'est aussi de ne pas se comparer aux autres.
Je crois que quand on n'attend rien, alors on est heureux. Elle est à mi-chemin entre moine et pop star. C'est un super mélange. Pour vous donner une idée de son énergie, elle m'a demandé un jour « Tu sais danser ?» J'ai répondu non, bien sûr. Elle a décidé de m'apprendre le poney, cette façon de danser en remuant les jambes comme un poney. C'était quelques mois après sa greffe de rein. J'ai été frappé par son charme, mais aussi par son énergie physique incroyable et inaltérable. 2 mois après une lourde intervention, cette femme de 79 ans était dans sa cave, en train d'apprendre un pas de danse à un type 2 fois plus jeune qu'elle. Elle n'a peur de rien. Pour moi, Tina était comme une thérapie. Ça paraît un peu excessif dit comme ça, mais chaque fois que je la voyais, quelle que soit mon humeur, j'étais regonflé à bloc. Elle ne m'a pas regardé de haut. Elle m'a ouvert les bras. C'était à la fois surprenant et merveilleux. Ma rencontre avec Tina Turner, c'est une rencontre avec la grâce et l'amour. Et je crois qu'un héritage d'amour, c'est ce qu'on peut laisser de mieux. You're talking about a child that do love Jesus. Here is one. Talking about a child that do love Jesus. Talking about a child that do love Jesus.